Bonjour à tous. En avril dernier, il fêtait ses 90 ans et ses 70 ans de carrière. On peut lui dire chapeau, et le chapeau de Mireille, bien évidemment, parce qu'ils ne sont plus si nombreux à pouvoir se prévaloir de ce palmarès. Alors, 70 ans de carrière, bien sûr, ce sont des hauts, des bas, et puis encore des bas et des hauts. Ce matin, il nous ouvre les coulisses de sa vie. Je vous prie d'applaudir Monsieur Marcel Amont. Qu'est-ce que ça va être après? À la baisse, Adichatz à tous, quoique Adichatz, on doit le dire quand on se quitte, mais quand... Ah, non, ça dépend. On peut le dire aussi quand on se salue. La belle Margarita. Bon, alors, Adichatz à tous, et maintenant... Alors non, je voudrais quand même être sérieux 2 secondes pour vous dire, je suis époustouflé, mais vraiment, sincèrement, par cet événement. Avoir réussi à attirer à Pau autant de gens qui ont quelque chose, pour une fois, qui ont quelque chose à dire, et je suis très émerveillé. On est très sélectif sur ce choix. Voilà. Alors donc je voulais vous le dire, je trouve que c'est formidable. D'ailleurs, il y a de telles pointures quand on pense que sont venus. Oui, qu'on s'assoit, Marcel. Vous croyez? Allez. Attendez. Vous faites bien le vieux quand même, hein? Bon comédien. Hein? Ben, c'est mon fonds de commerce. Quand je pense quand même qu'on a vu Sylvia Nagasinski, hier avec ma femme, on a repassé la journée assis à admirer des gens comme Finkielkraut, Maître Dupond-Moretti, enfin tout, je ne vais pas vous les énumérer, vous les avez sur le regard. Bon, alors ça... Bon, donc vous revenez l'année prochaine. Ça rend modeste, ça rend modeste. Je vais essayer du mieux que je pourrai d'être à la hauteur de ce que vous attendez de moi. Je ne vais pas chanter, je ne suis pas venu pour chanter. Peut-être. Quoique si vous insistez... Je peux même commencer, pour vous mettre dans l'ambiance, je peux commencer, parce que voilà, à chacun son métier. On n'attend pas de moi que je refasse le monde en citant Aristote, Nietzsche et Jean-Paul Sartre. Bon. Mais je peux vous dire un poème en béarnais. Est-ce qu'il y a des béarnophones en suffisant? Bien sûr. C'est un sonnet magnifique que j'ai appris par cœur. Je vais vous le dire. C'est le sonnet de Gassion. Gassion était un compagnon d'Henri IV. Et c'est à l'égal des sonnets de Ronsard ou de Dubellay. C'est voilà, le sonnet de Gassion. Je le dis, je donne déjà la traduction, comme ça ils pourront... Très bien. Quand le printemps en robe bariolée a fait passer la cuisson des grands froids, le chevreuil par bonds et gambades, saute au milieu du pré. Au moment où l'aube de safran pointe, il va se mirer dans l'eau argentée, puis il se livre à 1000 gambades. Des chiens courants, il craint peu les glapissements, pas les aboiements, les glapissements, et se tient à l'abri. Mais pendant qu'il gambade, l'arquebusier lui donne le coup mortel. Ainsi, je vivais sans tristesse ni préoccupation quand un bel œil est venu par surprise me faire au fond du cœur une plaie telle qu'on en fait quand on se livre à un duel. Les yao. Vous vous rendez compte, en français, ça demande 3 lignes. Les yao, yo plago, les yao. Une plaie qu'on se fait dans les duels. Bon, ça c'est la traduction. Voilà ce que ça donne. Quan lo printemps en raubo pingurlado, a heit passar l'escusù deus ranrets, lo cabirou per buns e garrimbets, sautericheia o miei tandera prado. A oveches guid de raubo ensafranado, mirallas badehens laigo orientado, pusciu tucu es sentarrico ques. Descans, corrents, crain cicla, clapiteio, e setiensau,
mais sentan qui huleio, l'archebuselu daluco mortao. Atao, bibi, scens triste, soni mieio, quando vetuo il manaha per embeio, au miei deuco, vero plago leiau. Bon, c'est pas j'avions emmené la vache au marché. Ça va, maintenant j'ai bien commencé, je peux dire toutes les conneries possibles. Finkielkraut parle beaucoup moins bien le béarnais que vous, quand même. Hein. Alors, je me livre à vos mains impitoyables. C'est ma tortionnaire. Oui. On applaudit quand même. Ça va bien se passer. Marcel Amont, je le disais tout à l'heure, on va parcourir les coulisses de cette vie. Vous venez de nous réciter ce merveilleux sonnet en béarnais. Le béarnais ne vous a jamais quitté tout au long de votre vie et de vos 70 ans de carrière. On n'oublie pas, parce que dans vos mémoires, on ressent très bien comment vos premières années, bien sûr, votre famille, l'origine dans Vallée d'Aspe et vos parents ont été les fondamentaux, les fondations de votre vie. Oui, d'ailleurs, je m'explique. Il faudrait demander à un psychanalyste, et encore, il pourrait se tromper. Mon père et ma mère, qui étaient issus d'une longue lignée de bergers de la vallée d'Aspe, ils sont partis parce que chassés quand même par une certaine misère. Ils étaient orphelins l'un comme l'autre. Très jeunes. À 6 ans. Et il n'y avait pas de terre. Bon, bref, c'était non seulement ils étaient paysans en vallée d'Aspe, mais paysans pauvres. Oui, c'est ça. Ce qui n'est pas forcément un pléonasme. Dans les années 20. Donc ils sont partis à Bordeaux, où je suis né, où j'ai vécu les 20 premières années de ma vie. Et je ne m'explique pas très bien encore de façon claire pourquoi je me suis tellement attaché à la langue qu'ils parlaient en permanence entre eux. Car papa et maman ont appris le français comme tous les petits à l'époque, au début du siècle dernier, comme tous les petits paysans descendus de leur hameau, ils ont appris le français à l'école laïque et obligatoire de Jules Ferry. Et elle a porté ses fruits. Papa, encore, ne faisait toujours pas une seule faute d'orthographe en français. Bon, ils avaient donc appris la français. Alors, entre eux, ils parlaient uniquement béarnais, uniquement. Bon. Et à moi, ils ne parlaient qu'en français. Parce que quand même, l'instituteur les punissait. Les pauvres instituteurs, ils avaient 3 ans pour apprendre un peu d'histoire, de géographie, de calcul dans la langue des livres, le français. Et le premier qui parlait en patois, comme on disait, était puni. Donc on ne va quand même pas parler la langue des ploucs à ce petit, puisque l'instituteur a dit qu'il fallait qu'il aille au lycée. Bon, après. Et donc pourquoi est-ce que je me suis tellement intéressé? Je sais pourquoi j'ai eu la révélation des poètes. C'est quand ma mère a disparu. Je me suis mis à piocher davantage la question et j'ai découvert les poètes. Car il y a des poètes merveilleux dans cette langue qui est la nôtre. Pourquoi? Alors Finkielkraut, qui est d'une originaire... C'était une boutade. Qui est originaire d'un juif polonais à l'origine, il a voulu il est à la fois français et juif polonais et il le proclame. Est-ce que c'est une façon d'affirmer quelque chose qui avait beaucoup plus d'importance que je ne soupçonnais? Je ne sais pas. Toujours est-il que je me suis intéressé à cette langue, d'abord en découvrant que c'était non pas un patois pour communiquer sur la santé des vaches et sur l'herbe qui pousse, mais pour dire des choses aussi merveilleuses que celles que je viens de déclamer maintenant. Je ne sais pas. Oui, peut-être pour confirmer une identité. On trouve souvent a posteriori des explications qui ne sont pas les vraies. Mais elle me convient, elle me satisfait en partie, cette définition. Alors justement, vous dites on trouve des explications a posteriori dans vos mémoires. Je me tourne vers vous parce que je suis un peu sourdingue. Non, ça va bien aussi de ce côté-là. Comment? Casse-dite. Je ne peux pas m'empêcher de faire l'andouille. Mon père me disait, quand j'ai annoncé à mes pauvres parents que je ne serais pas dans l'enseignement, mais ça les a mortifiés, surtout mon père, et que j'allais chanter, mon père me dit, et tu te figures, avec son bel accent béarnais, et tu te figures qu'on va te payer pour faire le con. Et tu n'auras même pas de retraite. Alors ça, c'était rédhibitoire.
Et ils osent applaudir. Oui, parce que vous hésitiez entre devenir professeur d'éducation physique dans l'enseignement et puis, effectivement, la vie d'artiste. Donc, je comprends que votre père ait pu avoir quelque inquiétude. Oui. Fonctionnaire, il aurait été beaucoup plus rassuré. Oui, j'ai eu une grande chance. J'étais fils unique. Je pense que ce n'était pas un hasard. Ils ont voulu avoir un enfant, lui donner tout ce qu'eux n'ont pas eu dans leur enfance difficile. J'ai donc fait, comme on disait pompeusement autrefois, mes humanités. Et la moindre des choses, c'était que je les récompense en étant instit, par exemple. C'est une époque où on révérait les enseignants, l'enseignant, le docteur, les gens. Bon. Et mon fils d'instituteur, ça aurait été un titre de gloire. Bon, et je les ai déçus. Et quand le virus du spectacle m'a saisi et ne m'a pas lâché, ils auraient souhaité que j'entre en enseignement. Moi, je me suis dit, tant qu'à être enseignant après le bac, je me suis dit, je vais être professeur d'éducation physique. Mais entre-temps, un autre démon m'avait pris dans ses filets. Et c'est ainsi, bon, je ne vais pas entrer dans les détails, c'est pas, sauf si vous êtes d'un avis contraire, je ne vais pas raconter ma vie en détail. Mais à un moment donné, quelque chose d'incroyable m'a pris. L'envie de me donner en spectacle sur une scène, devant un public et non plus seulement devant les copains de fac. Qu'est-ce qui m'a pris? J'en sais rien, mais c'est vous qui dirigez les débats, même si je suis très bavard. C'est vous qui dirigez les débats. Je ne sais pas si ceci vous intéresse. Qu'est-ce qui m'a pris à un moment donné? Je ne sais pas. Une question, Marcel Amont. Cette expression se donner en spectacle, justement, oui. Je trouve qu'elle est très belle. Je le revendique, parce qu'on dit souvent, oui, vous comprenez, il y a des choses, même quand on choisit, quand on opte pour le métier de chanteur, artiste chantant, on a des choses à dire, des messages à délivrer. Non, c'est pas forcé. C'est déjà pas si mal. Si on n'est pas apte, si on n'a pas le talent pour écrire des messages qui élèvent un peu le niveau moral et intellectuel des gens, moi, ça, c'est pas à ma portée. Je n'ai pas ce talent-là. En revanche, faute de refaire l'humanité, lui donner un peu le sourire, c'est déjà pas si mal. Et ça, je revendique. Se donner. Oui, parce que ça a pu m'être reproché. Même mon ami Brassens, que j'ai tellement aimé, Georges m'a dit un jour, en rigolant comme ça, en tirant sur sa pipe, il me dit « Tu vaux plus que ce que tu chantes ». Et je lui ai expliqué qu'il se trompait, que danseur sur corde, ça entre par la même entrée des artistes que le poète chantant avec sa guitare. Ils entrent tous les deux sur la scène, au devant d'un public, et distraire les gens, leur donner le sourire avec comment dire, avec le moins de vulgarité, quoique même la vulgarité, peut-être regarde Bigard, qui a un talent fou, ben, il a aussi son rôle, pourquoi pas. Bon, enfin, bon, bref, j'attends la suite. J'attends la suite de la question Q majuscule. Si vous revendiquez... L'inquisiteuse, l'inquisitrice. Bienveillante, hein, quand même. On est là pour passer un bon moment. Et pour l'instant, c'est pas mal. Je me rapproche parce que je fais comme les sourds muets. Je suis vos lèvres maintenant. Si vous revendiquez l'expression « se donner en spectacle oui. », vous avez toujours aussi revendiqué le terme de fantaisiste, saltimbanque, alors que d'autres auraient pu trouver ça péjoratif. Mais ça l'est aux yeux de certains. Mais je vois, bien sûr. Encore une fois, quand on entend tous les gens qu'on a entendus hier, quand on entend Sylviane Agacinski, Finkielkraut, tout ça, tout peut se discuter. À condition, on y reviendra peut-être sûrement tout à l'heure, à condition que ce ne soit pas dans la violence et dans l'agressivité outrancière, quelques mots par-ci par-là, une petite insulte au passage, pourquoi pas, bien que ce ne soit pas nécessaire. Mais oui, je peux comprendre qu'on trouve à l'artiste qu'on lui confère un statut, un pouvoir. Les mots sont piégés, parce que quand je pense à tous les gens que j'ai vus hier, et tout d'un coup, il faut avoir l'air léger, prime sautier et un petit peu modeste, c'est pas facile. Oui, mais ça fait du bien aussi. Hein. Ben, c'est pas ce que je veux dire. Je vais essayer de le dire d'une autre façon. La chanson dite engagée, par exemple, qui cherche à élever ou à édifier les gens. Mais il faut un talent incroyable pour faire passer ça.
Si c'est pour faire du prêchi, prêcha, c'est pas la peine. Oui, la guerre, c'est pas beau. Oui, il faut pas violer les femmes. Mais on le sait bien. Mais faire passer ça dans une chanson, il faut un sacré talent. Moi, j'en ai connu un chanteur engagé. Il s'appelait Georges Brassens, quand même. Et à l'époque où il a écrit la chanson, écrire noir sur blanc une chanson devant un public qui n'était pas hostile, mais pas forcément favorable, contre la peine de mort, ça, mais il faut un talent incroyable pour faire passer ça. Ou alors, plus prosaïquement, quand Charles Aznavour écrit une chanson sur un homosexuel qui vit chez maman, rue Sherazade, il est là avec deux chattes, il est amoureux d'un jeune homme, et ce jeune homme ne passe son temps au lit des filles, et moi je suis là, je pleure dans mon coin. Mais à l'époque où ça a été écrit, mais il fallait être gonflé, c'était complètement à contre-courant. Ça faisait mieux passer, pas un message, mais ça faisait passer, ça incitait les gens à avoir une vue nouvelle sur le problème de l'homosexualité. Maintenant, bon, c'est tous les jours, c'est entré, on regarde ça avec beaucoup non seulement d'indulgence, mais ça entre dans les... Vous auriez dit à mon père, par exemple, papa, le mariage homosexuel, il aurait dit quoi? Mais mon père, il aurait roulé des yeux, il aurait dit, mais vous rigolez ou pas? Eh bien, Aznavour, en son temps, faire passer ça, c'était un message. Et ça, je n'ai pas le talent pour le faire. En revanche, dire des bêtises, le mieux écrites possible quand même. Par exemple, quand je chante le mexicain, vous avez remarqué comme je suis porté sur la digression. Je fais des parenthèses qui sont des tunnels interminables. Mais enfin, bon. Oui, mais alors, on en sort. Un Mexicain basané est allongé sur le sol, le sombrero sur le nez, en guise de parasol. On dit oui, ben, c'est le même quand même qui a écrit « Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître ». C'est Monsieur Jacques Plante. Donc quand même le Mexicain, c'est pas mal écrit. Ben, c'est déjà un plus. Voilà. D'ailleurs, vous avez une sacrée cohorte d'auteurs, de compositeurs qui ont travaillé pour vous. Oui, j'écris beaucoup de chansons. J'écris surtout mes chansons scéniques moi-même. Mais ça ne me gêne pas d'avoir chanté Aznavour, d'avoir chanté Brassens et bien d'autres. Francis Lemarque, Didier Barbelivien. Des tas. Jacques Revaux. Oui, moi je me veux d'abord interprète. Mais enfin bon, là, je suis en train de raconter ma vie. Je m'étais promis de ne pas la raconter, je suis en train de le faire. Et pourquoi ne vouliez-vous pas la raconter, votre vie? Mais parce que le propos très ambitieux de cette réunion magnifique à laquelle j'ai assisté en tant que spectateur émerveillé, c'est pas simplement que que les chanteurs ou les joueurs de golf viennent raconter leur vie. Il faut s'inscrire un petit peu dans le thème général. En quoi peut-on croire encore? Alors il ne faut pas que je fasse tout ce que je peux pour m'éloigner du propos général de cette magnifique réunion. Voilà. Mais on y viendra, bien évidemment. Voilà, alors je vous laisse mener les débats, parce que mine de rien, je vous coupe la parole sans arrêt. Vous faites comme chez vous, Marcel. Vous avez dit, vous écrivez dans votre livre aussi que c'était un rêve d'enfant, le métier que vous avez choisi, qu'il vous a fallu de la détermination et du travail. Vous n'oubliez jamais que le travail a été une condition sine qua non pour faire la carrière qui a été la vôtre. Mais c'est l'évidence même, Brel disait que le succès, c'est 10% de talent et 90% de travail. La proportion n'est pas celle-là. Mais enfin, ce qu'il faut, c'est se différencier. Des gens qui veulent chanter, qui ont un petit talent d'amuseur dans les noces et banquets, il y en a des paquets. Il y a des tas de gens qui sont amusants comme tout. Mais quand tout d'un coup, il faut monter sur une scène, d'abord, c'est gonflé. Vous êtes combien là? 3000. Bon, écoutez. Non, mais c'est ça. Vous êtes combien? Vous êtes 3000. Eh bien, vous la bouclez, vous m'écoutez pendant 1 heure. Non, mais il faut être d'une prétention ou d'une inconscience. Alors, si on est conscient, il faut quand même essayer de se différencier des autres, puisqu'il y a tellement de gens qui souhaiteraient embrasser cette activité comme carrière. Ben, il faut essayer d'être là. Et comment arrive-t-on à se différencier des autres? Ben, en s'observant, en travaillant tous les... Mais vous savez, un type comme Johnny Hallyday, je prends Johnny Hallyday parce qu'il est aux antipodes comme artiste de ce que je suis. Bon, mais ce gars-là avait un talent fou. Il ne pensait qu'Edith Piaf.
Ils ne pensaient qu'à ça, qu'à ça, qu'à ça. Ils modifiaient, tiens, aujourd'hui ça n'a pas marché, donc je vais changer ça. Et alors telle chanson, non, là tu me changeras telle phrase parce que je la sens. Là mets-moi un i à la place d'un o parce que je veux envoyer la note. C'est un travail permanent, permanent, d'autosurveillance, d'autodéfiance. Fais gaffe. La pire des choses, c'est de se dire, ça y est, j'y suis. Vous savez, j'ai 70 ans de carrière. C'est pas un hasard, parce que il y a eu des traversées du désert, il y a eu des temps morts en pagaille. Mais j'ai toujours été d'une vigilance permanente, toujours faire gaffe. Tiens, là, j'ai pris des bides. Tiens, pourquoi j'ai pris un bide? Alors c'est facile d'accuser toujours les autres. Il faut se remettre en question. Après, ça peut être un peu aussi des éléments extérieurs. Mais il faut se remettre en question en permanence. Parce que si on est interchangeable, ben, c'est râpé, ça ne va pas durer longtemps. D'ailleurs, vous avez cette sincérité de dire que chaque fois qu'il y a eu un bide ou quelque chose n'a pas marché, c'était votre faute. Vous dites dans votre livre, ça m'est imputable. Mais il a pu m'arriver de considérer, parce que c'était évident, que c'était des éléments extérieurs qui avaient justifié un bide. Oui, c'est le mot consacré. Mais assez souvent, les 3 quarts du temps, je me suis dit, où est-ce que j'ai mal agi, où est-ce que je me suis trompé pour mériter guillemets, pour mériter un pareil accueil. Ça, c'est pas normal. Et on essaie de trouver, des fois on trouve des fausses explications. Il m'arrivait très, très, très souvent de rectifier le tir. Oui, très souvent. Qu'est-ce que vous ressentiez sur scène ? Vous racontez dans votre livre que vous étiez sur scène le jour de la mort de votre maman, que vous êtes monté sur scène malade, à crever, à vomir en sortie de scène, mais quand vous êtes sur scène, rien ne compte d'autre que la scène et le spectacle. Je crois, ce n'est pas propre à mon nombril, je crois que, oui, on arrive à se mettre entre parenthèses. Là aussi, il faudrait voir un psychanalyste. Comment est-ce que c'est possible? Je ne suis pas tout seul. Hein. C'est arrivé à Adamo, qui a chanté le soir de la mort de son père et qu'il vénérait. C'est arrivé, oui, Jacques Chancel et c'est assuré. Bon, on pourrait. Tous les gens qui paraissent en public, tout d'un coup, il y a quelque chose qui vient du plus profond de soi-même et qui met pas seulement pour les drames personnels, pour les chagrins. Ça peut être physique aussi. Ça m'est arrivé une fois, je le raconte dans mon livre. J'étais pas bien, j'avais eu des problèmes, j'avais pas dû manger ce qu'il fallait. Bon, bref, j'étais malade. Je chante, je fais mon tour de chant et j'ai pas pu arriver jusqu'à la loge à la sortie. Je suis revenu saluer, merci, merci. Et j'ai vomi tripes et boyaux au pied de la scène. J'ai pas pu arriver jusqu'à la loge. Pourquoi pendant 1 heure j'ai mis cette réaction physique entre parenthèses? Sur un bateau aussi, je chantais pendant une croisière. J'avais un mal de mer épouvantable. Et bien, pareil, j'ai fini mon tour de chant et j'ai foncé vers ma cabine. Pourquoi pendant 1 heure, j'ai réussi à dominer tout ça? Il y a quand même un phénomène, oui, psychologique, indiscutable. Alors, ce que je cherche, ce que je retrouve, pas aujourd'hui, où quand même l'ambiance est familiale, j'allais dire, plus que familière. Bon, je sens bien qu'il y a peu d'hostilité, peu ou pas d'hostilité parmi les gens qui m'écoutent dégoiser en ce moment. Mais quand des gens ont payé leur place et sont venus vous voir et ont envie que vous soyez à la hauteur et que vous l'êtes, je l'ai ressenti même physiquement, ça. Il y a comme une thérapie, il y a comme quelque chose qui vous dope, qui vous fait vous surpasser. Et c'est un échange. Je ne suis pas le seul. Maurice Chevalier, dans ses mémoires, l'avait dit. Le public est le meilleur il a presque des aphrodisiaques. Oui, ça vous met dans un état second. Vous devenez quelqu'un d'autre, tout en étant parfaitement vous-même. Et ça vous renvoie. Je pense que ça pourra se démontrer un jour. Un public favorable ou défavorable envoie des ondes bénéfiques ou maléfiques. Ça, j'en suis sûr. Un jour, je raconte. C'était ma rentrée, ça faisait longtemps que il devait y avoir 2-3 ans que je n'avais pas fait l'Olympia. J'entre en scène comme le taureau qui sort du toril, complètement, comme on l'est tous, un peu fou,
quand on arrive sur la scène, ils sont là, les gens, l'Olympia est plein, toi, il a fait 3 ans qu'on t'en va pas vu, tu joues gros. Bon. Et chaque fois, dans mes allées et venues, puisque je bougeais beaucoup, chaque fois que j'allais par là, immanquablement, quelque chose me rapprochait de la droite. Parce qu'au début, on ne voit pas, on est aveuglé par les projecteurs, on ne voit pas le visage des gens. Là, je distingue des ombres, mais je ne vous vois pas, sauf si je m'approche ou si vous êtes éclairé. Et à un moment donné, j'entends ce rire homérique, ce rire inoubliable, qui était celui d'Henri Salvador. Et Henri Salvador, qui était, il était mon aîné d'une quinzaine d'années, il me disait, il m'avait beaucoup réconforté, beaucoup encouragé. Toi, mon pote, tu vas aller loin. Bon, je l'aimais beaucoup. Ça m'a détendu, ça m'a encouragé à regarder un peu la tête des gens qui étaient au premier rang. Et là, j'ai vu sur la gauche un type qui ne m'aimait pas et qui me l'avait prouvé. Comment est-ce que j'avais ressenti cette hostilité? Il ne faut pas exagérer. Mais il n'applaudissait pas, il était ostensiblement, il croisait les bras quand les autres applaudissaient. Il ne riait pas, il était de marbre. Alors donc il y avait quelque chose, il émanait de ce mec quelque chose d'hostile, c'est sûr. Et ça, on pourra me dire, mais ce sont des histoires de vieilles bonnes femmes, ça. Non, non, j'y crois, j'y crois. Il doit y avoir des ondes, appelons-les comme ça, à défaut d'une autre définition. Aujourd'hui, elles sont comment, les ondes? Oui, mais c'est différent. Ces gens, en principe, mesdames et messieurs, en principe, sauf un ou deux qui m'aiment pas, qui disent il est prétentieux ou il chante faux, j'en sais rien. Mais en principe, je pense que les gens qui sont là sont plutôt bienveillants. J'en suis sûr. C'est différent. C'est différent. On va peut-être dire il est bavard, ou il n'emploie pas les mots qu'il faut, ou bien quel cabot, t'as vu, qu'est-ce qu'il la ramène, pourquoi pas. Mais ça ne compromet pas ma carrière. Tandis que quand vous êtes un soir d'Olympia, devant un parterre qu'il faut quand même conquérir en faisant votre métier, ça c'est une autre paire de manches. Marcel Amont, vous avez traversé, bien sûr, en 70 ans, on s'en doute, et vous le dites très clairement dans votre livre, des périodes moins favorables, ce qu'on appelle dans le milieu du spectacle ces fameuses traversées du désert. Qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? Comment on trouve la force et l'envie de continuer? Qu'est-ce qu'on puise dans ces moments de doute? Est-ce que vous avez eu, d'ailleurs, des moments de doute, ou de dire bon, ben, j'arrête tout, je fais autre chose? Qu'est-ce qu'on retire de ces périodes-là? Dans mon cas personnel, je peux parler que de mon nombril, je ne peux pas parler des autres, quoique je pense que ça doit fonctionner à peu près de la même façon. Ce n'est pas dans les traversées du désert qu'il a fallu que je m'interroge et que je fasse le point. C'est surtout à mes débuts. Parce que voilà donc des petits paysans qui donnent à leurs fils toutes les armes pour se débrouiller mieux dans la vie qu'ils n'ont pu le faire. Merci papa, merci maman. Bon. Ils me donnent des armes pour avoir un métier stable et honorable. Enseignant, c'est quelque chose. C'est pas rien pour des petits paysans. Bon. Et dans les moments où je n'accrochais pas comme je le souhaitais, où je pensais que c'est là où on doute, et c'est là où le doute est redoutable. C'est là où il a pu m'arriver de me dire, est-ce que je ne suis pas en train de faire une grosse bêtise? Un jour, c'est une anecdote que je raconte dans mon livre, mon père et ma mère, mon papa était cheminot, ils venaient souvent me voir quand j'ai décidé d'aller tenter ma chance à Paris, ce qui n'était pas une mince aventure à l'époque. Hein. En 1950, prendre le train, c'est qu'à Bordeaux, j'avais le gîte et le couvert. À Paris, il fallait payer le resto et l'hôtel. Bon, bref. Et j'étais dans un hôtel pourri, 8e étage, sans ascenseur évidemment, pipi 2 étages plus bas, le lavabo avec un broc sur le palier, pas de WC, enfin, etc. Et c'était vraiment cradingue. Et mes parents viennent me voir. Et ma mère disait rien. Elle le regardait comme ça. Ils essayaient de parler de choses et d'autres. Et ma mère, dans un silence glacial, me dit, avec son joli accent béarnais que j'adore imiter, « Tu es sûr, Marcel, que tu ne veux pas reprendre tes études ?» C'était un réquisitoire. Et oui, c'est dans ces moments qu'on doute, dans ces moments. Mais après, quand j'ai eu des traversées du désert,
c'est-à-dire une rupture dans le succès, dans la continuité du succès. Bon, là, je me disais, je me livrais aux analyses dont on a parlé il y a un moment. J'essayais de faire le point. Qu'est-ce que je sais faire? On me dit souvent, mais je sais rien faire d'autre. Je sais rien faire. Mon copain Hugo Frey, au moins, il a cette chance. Il avait fait les Beaux-Arts. Il peint. Je dis parle de Hugues parce qu'il a 3 mois de moins que moi, ce gamin. Bon. Mais moi, je ne sais rien faire d'autre. Je ne sais pas jardiner, je ne sais pas cuisiner. Si, mais tellement mal qu'il vaut mieux pas trop en parler. Bon. Et ce métier est devenu ma raison de vivre. Et j'ai le privilège merveilleux de continuer à l'exercer sporadiquement. Je ne fais plus de tournées comme autrefois. Je n'ai plus le punch. Je n'ai plus la santé pour le faire. Mais voilà, je continue de temps en temps. J'écris un bouquin, c'est mon violon dingue. Je ne me prends pas pour autant pour un écrivain. C'est pas parce qu'on a écrit quelques livres qu'on est un écrivain. Je suis un écriveur. Bon. Mais je me trouve une activité parce que je sais que si je restais, comme hélas, quelques retraités, assis dans mon fauteuil, attendre que la mort vienne me prendre, ben, elle arriverait beaucoup plus vite que prévu encore. D'ailleurs, je dois spécifier à propos de ce bouquin, puisque j'en ai écrit quelques autres, il a été écrit à 4 mains avec mon fils Mathias. Pourquoi? Parce que j'ai déjà raconté ma vie d'une façon amusante. J'ai raconté ma vie et un jour, les éditions Flammarion, il y a 2 ans, sont venus me voir et m'ont dit, voilà, racontez votre vie, ça va, ça a déjà été fait. On aimerait que vous tiriez de cette longue existence artistique et de votre âge, puisque n'est-ce pas, ça n'est pas un secret, j'ai accompli mes 90 ans. Donc, on aimerait que vous nous disiez un petit peu les enseignements que vous en tirez. J'ai dit, ah bon? Les enseignements que je tire d'une longue vie un petit peu bizarre, étant donné mon milieu d'origine. Puis, je vais réfléchir. Et je me suis dit, il me faudrait un regard à la fois bienveillant et à la fois pas complaisant. Et j'ai pensé à mon fils Mathias. Il a fait des études tout à fait bonnes études. Il a fait Hippocagne, Cagne, licence de philo. Il est diplômé de l'ESSEC. Il est musicien. Il s'occupe de sport. Il s'occupe de musique. Et lui, il va me recadrer. Et ça a été écrit à 4 mains, mais véritablement. Et là, souvent, il me dit non, ça, papa, c'est pas intéressant. Ah ben, il se gêne pas. Il n'allait pas prendre de détour avec papa. Bon, alors. Ça, c'est pas intéressant. Ça, j'aimerais que tu insistes là-dessus. Ça, tu devrais Bon, on a dû jeter, je sais pas, une vingtaine de corbeilles à papier. On a écrit et réécrit. Et alors, quand on dit à 4 mains qu'on a fait, il n'y a pas un qui tenait le poignet de l'autre pour qu'il écrive. Mais des chapitres entiers sont de lui, des chapitres entiers de moi, mais sous l'œil de l'autre. C'est-à-dire, dont mon fils a 37 ans, moi, l'âge qu'on vient de dire, je ne vais pas le répéter sans arrêt. Bon. Et donc, c'est une réflexion sur soi-même avec ce regard dont je viens de parler. De quelqu'un de plus jeune. Et justement, quand vous en parliez, en écrivant ce livre à 4 mains, quel regard il a, lui, Mathias, à 37 ans, sur la carrière de son père, certes, mais sur la période que vous avez traversée, la guerre, évidemment, et puis les difficultés qui ont été les vôtres, et le succès, puisque vous avez été au firmament aussi? Ben, il connaît tout ça, il l'a vécu, puisque bon, j'ai eu, avant de connaître mon adorable femme, Marlène, j'avais quand même 47 ans que je l'ai connue, j'avais déjà un passé, pas seulement artistique, bon. C'est-à-dire? Non, j'ai eu 2 enfants avant de connaître, avec qui nous avons, elle et moi, des rapports. Ils habitent Paris, on se voit donc sans arrêt. On est une famille très unie. Et Dieu sait si ça m'apporte un réconfort de tous les instants. Bon, bref.
comment mon fils voit mon parcours? Ben, il l'a vécu quand même. Il l'a vécu depuis qu'il est tout petit. Mais de la même façon que moi, j'ai vécu la guerre de 14 par mon père, par les récits que faisait mon père. Eux, mes enfants, ils ont vécu une partie de ma vie artistique, mais ce qui les a précédés, ben, c'est de notoriété, sinon publique, tout au moins familiale. Ils savent que je suis passé à l'Olympia pendant 5 semaines. Ils savent que j'ai tourné un film avec Brigitte Bardot. Ils savent que j'ai chanté au Japon, que j'ai enregistré dans 7 langues. Ben, ils savent tout ça. Et qu'est-ce que vous leur avez transmis? Mais sûrement pas le goût de monter sur une scène. Mon fils Mathias, justement, il veut pas. Il veut pas être le fils d'eux. Et il fait son petit chemin à lui. Il a des activités tout à fait licites. Et je ne suis pas là pour les divulguer en public. C'est tout à fait honorable, d'ailleurs. Il ne trafique pas, il trafique pas dans le milieu de la drogue. Non, surtout pas. Ce sont des... Mais c'est très curieux, d'ailleurs, que sur 4 enfants, j'en ai pas un seul qui ait voulu faire ce métier. Non, c'est très curieux. Mais là aussi, il y a des explications. Je ne suis pas là pour psychanalyser mes mômes. Mais par contre, en termes de valeur de vie, de travail, oui. de se donner, qu'est-ce que vous avez essayé de leur transmettre? Ce que m'ont transmis mes parents. Mes parents étaient des gens formidables. Formidables. Je dis, il faudrait que je trouve des mots exceptionnels pour qualifier ces gens. C'est-à-dire, je pense que ce qui les a formés eux-mêmes, c'est d'être orphelin à 6 ans, perdre son père, entre parenthèses d'ailleurs, progrès de la médecine incroyable. Ils sont morts d'un chaud et froid, l'un comme l'autre. On ne meurt plus d'un chaud et froid aujourd'hui. Bon, fermons la parenthèse. Mais à 6 ans et 7 ans, voilà 2 petits orphelins qui ont dû quand même eux-mêmes observer la société dans laquelle ils vivaient et évaluer pas mal de choses à leur juste prix. Bon. Mais des valeurs toutes simples. Je ne suis pas là pour vous raconter des choses exceptionnelles. Ils étaient honnêtes, ils étaient travailleurs. Important ça. Honnêtes, travailleurs. Et après, des valeurs universelles. Universelles, je ne sais pas. Mais des choses qui se transmettent d'une façon évidente. D'ailleurs, l'une des choses qui m'ont transmise, c'est important ça, l'une des choses qui m'ont transmise, sans les formuler, par leur attitude, ils m'ont transmis une tolérance totale. Je m'explique. Quand ils sont arrivés à la ville, ils avaient déjà leurs petites idées. Papa, très vite, en plus, comme je l'ai dit, il ne faisait pas de faute d'orthographe, il était très bon à l'école. Il lisait beaucoup. Il lisait beaucoup. C'est un autodidacte, il est devenu secrétaire du syndicat des cheminots de Bègle. Et il était, disons, très de tempérament très progressiste. Appelons ça, si vous voulez, crypto-gauchiste. Et donc, il bouffait du curé toute la journée. Et maman allait volontiers à la messe. Elle était croyante, elle était pratiquante. Et on se devait quand même, quand on était du bord de papa, on se devait de bouffer du curé toute la journée. Vous leur avez d'ailleurs consacré une chanson, Papa Coco, Maman Cato. Je vous la redonne tout à l'heure. Dont papa et maman étaient à l'opposé dans leurs opinions et ils ont quand même manifesté à mes yeux l'essentiel, l'amour qu'ils avaient l'un pour l'autre. Et ça, c'est important. De penser, quand on est môme, de penser que deux qui disent le contraire l'un de l'autre peuvent s'aimer autant et pendant si longtemps. Ça, c'est bien. Et ça m'a rendu, je l'espère, très tolérant, parce que j'ai mes petites opinions, moi aussi, même si je ne suis pas un chanteur engagé, je suis un citoyen qui fait face à ses obligations citoyennes, mais je me défie, c'est d'ailleurs, à quoi peut-on croire encore? On en parlera, j'espère, quand même, on en dira un mot tout à l'heure. À quoi peut-on... Moi, je crois... L'avenir de l'humanité est inscrit quand même, je crois, dans la tolérance. Si on continue à vouloir manu militari, à imposer son point de vue, l'humanité est foutue. Je le crois, je le ressens. Et
Enfin, on va en parler tout à l'heure. Puis On peut en parler tout de suite. Ben, c'est-à-dire, je ne voudrais pas que mon discours, tout d'un coup, il a dit qu'il n'allait pas nous parler de comment dire, ni, j'allais dire politique, c'est pas le mot. Bon, je vais essayer de rester dans mon cadre personnel, mais enfin, j'ai le droit d'avoir mes petites opinions. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir atteint la sagesse? Est-ce que vous pensez que vous êtes sage? Je ne sais pas si je suis sage. Parce que vous n'avez pas peur d'utiliser le mot de vieillesse. Oh non, ça ne me gêne pas du tout. Je suis un vieux. Je suis né en 1929. C'est pas jeune, ça. Je suis vieux. Bon, le tout est de savoir. J'ai de la chance aussi que Mathias et Romélie soient 37 et 40 ans, mais plus jeunes, je ne parle pas. Et puis avec eux, quand même, j'ai reconstitué ce qui m'était le plus cher, c'est-à-dire autour d'une table familiale, une épouse, Marlène, qui est mon irremplaçable épouse, et 2 enfants. J'ai quand même sur le tard, à partir de 47 ans, j'ai connu une vie enfin normale, une vie familiale normale. Mais je suis en train de perdre le fil. Ah oui, oui. La sagesse. La sagesse, je ne sais pas, mais je m'efforce autant que je le peux d'être tolérant. Voilà. Et ça, l'un de mes maîtres, mais talentueux au-delà de tout, c'est quand même Georges Brassens. Georges Brassens, indépendamment de ses qualités de poète et de chanteur dont tout le monde peut être à même de s'en rendre compte en écoutant ses disques et en lisant son répertoire, Georges, humainement, et dans la fréquentation qu'on pouvait avoir mutuelle, il m'a énormément apporté, car il était la tolérance incarnée. Oui, oui, oui. Vous savez, on parle à quoi peut-on croire encore? Prenons la devise de la République. Elle ne résume pas tout, mais elle est intéressante. Liberté. Oui, liberté, ça c'est un lieu commun. Liberté, oui, certes, mais quand même, elle doit s'arrêter, dit-on, et on a raison, là où commence celle des autres. On ne peut pas dire, moi j'ai la liberté de traverser hors des clous, même s'il y a des voitures qui passent. Il y a des règles à respecter, liberté. Égalité, c'est un leurre, parce que l'égalité, Finkielkraut en a très bien parlé. Hier, j'ai écouté ça avec intérêt, avec le plus grand intérêt. Égalité. Bon, égalité, on ne peut pas être tous égaux. Il y a des gens qui courent plus vite, il y a des gens qui sont plus beaux, il y a des gens qui sont plus intelligents, c'est clair. Fraternité. Ah, eh bien tout est là. Si, alors elle peut prendre divers titres, la fraternité, mais si les hommes, les êtres humains, vous savez, il y a une image qui m'a frappé quand les cosmonautes sont arrivés sur la Lune et qu'on voit ce grand disque bleu et on dit voilà, on est tous là, tous, on est là. Et on va peut-être la faire sauter, cette planète. Ça donnerait à réfléchir. Ben non, on continue à se taper sur la gueule. Et ça, regardez un petit peu vos journaux, regardez l'actualité, ça pète de partout. Des gens comme moi, j'avais donc entre 10 et 15 ans pendant la guerre, je pensais qu'on avait vu le pire, la Shoah. Quand on pense qu'on a exterminé 6 millions de gens parce qu'ils étaient ce qu'ils étaient, et qu'ils n'avaient pas commis de gestes hostiles déclarés vis-à-vis d'une idéologie mortifère qui était le nazisme. Bon, la Shoah, les bombardements, les 20 millions de morts russes, toute cette planète, enfin toute cette Europe, pas seulement l'Europe, l'Extrême-Orient aussi. Quand on a connu, on s'est dit on a vu le pire. Eh ben non. Regardez les journaux d'aujourd'hui, ça flambe de partout. Et ça, je me dis, tout bêtement, c'est un lieu commun, j'enfonce une porte ouverte. Si on continue comme ça, si on continue, quelles que soient nos opinions, à vouloir et je vais me répéter, à vouloir les imposer les armes à la main, l'humanité est foutue. L'humanité, pas seulement. On est foutu. Et donc, il faudrait essayer, avec intérêt, de regarder ce que pensent les autres et surtout pas les armes à la main. Je ne sais pas comment expliquer ça d'une façon intelligente et cohérente, mais à mon âge, je suis presque sûr que
si on n'est pas, c'est-à-dire les êtres humains, tous, hein, tous, si on n'est pas plus tolérant vis-à-vis de l'opinion, du mode de vie, des croyances de l'autre, c'est voué à la destruction totale. Je le ressens comme ça. C'est pas très optimiste, mais enfin, ça laisse quand même des portes ouvertes. On peut peut-être, justement, laisser un peu plus la parole à la tolérance universelle. On peut toujours l'espérer. Mais enfin, c'est mal barré. Hein. Mais quand vous chantez, effectivement, on a bien besoin de gens comme vous, d'ailleurs, pour non pas s'évader, mais au moins que ces difficultés soient un petit peu plus faciles à supporter. Comment qu'est-ce que vous pensez de ce succès qui ne vous a jamais quitté, malgré les traversées du désert? Et depuis ces dernières années, ce retour sur scène, les gens qui sont là aujourd'hui, qui sont venus, même si vous jouez un peu à domicile, qu'est-ce qui pour vous explique cet amour encore que le public a pour vous? Je ne sais pas. Je pense que c'est là où on va retrouver papa et maman. Votre sincérité aussi, peut-être. Peut-être que le travail bien fait leur convient. Probablement parce que ça s'est confirmé à leurs yeux, et je revendique que je suis un amuseur qui leur fait passer un bon moment. Je reçois des lettres tellement touchantes. Monsieur, j'étais dans le cafard, ça n'allait pas. Je suis venu vous voir pendant 1 heure, j'ai oublié mes soucis. C'est le plus grand compliment qu'on puisse me faire. Et j'ai des lettres comme ça, je les collectionne, c'est merveilleux. C'est une récompense inégalable. Il y a même dernièrement une dame qui a envoyé un mail disant, voilà, merci pour tout, puisque voilà, j'avais bien des soucis, bien des tracas, et je suis venu vous voir à l'Alhambra dans votre spectacle, Marcel raconte avant. Vous m'avez fait sourire, vous m'avez amusé, vous m'avez même ému par moments. Merci. Je ne mets pas mon nom pour que cet acte, ce petit message que je vous envoie soit totalement gratuit. C'est merveilleux. Il y a bien donc un rôle de l'artiste dans notre... Il y a ça, bon, le travail bien fait, le côté amuseur, et probablement, je l'espère, enfin je pense que c'est l'une des explications, mais là ça devient sur le bord un peu prétentieux. Je dois, dans mes propos et dans mon attitude, j'espère qu'il y a de ça, je dois dégager une certaine empathie, j'imagine. Bien plus que ça, Marcel Armand, bien plus que de l'empathie. Vous avez écrit une de vos plus belles chansons, enfin, où vous chantez l'amour, ça fait passer le temps. Oui. Ça ne fait pas que passer le temps. Merci beaucoup pour ce moment passé ensemble. J'avais promis de chanter un petit bout de... Allez. Alors, je n'ai pas d'accompagnateur, comme vous le voyez, etc. Je vais vous la chanter a cappella. A cappella en ce qui concerne maman. Parce qu'avec papa, ça serait plutôt a cellula, n'est-ce pas? D'ailleurs, le titre va vous expliquer où je veux en venir. Papa était coco, maman était cato. Voilà. Je vais me lever, tiens. Je titube? Non, je titube pas. Papa était coco, maman était cato. Je suis né parmi les fossiles, les marteaux, les crucifixes et les madones. Mi donc à mi-you, mi-pépone. Je me suis retrouvé en sandwich entre Pidou et Vladimir Ilitch. Cato coco, il n'y a pas vraiment de quiproquo, il n'y a pas photo. Mais pour toi, c'était le statu quo. Kremlin, Vatican, ex aequo. Du coup, c'est le grand méli-mélo. Les cocktails Molotov de vin de messe et de vodka, les pot-pourris d'International et d'Ave Maria, les fêtes de l'humain et les kermesses du patronage, les enfants du bon Dieu et les canards sauvages, les orgues de Staline et les trompettes de Jéricho, les chœurs de l'armée rouge et les oeuvres pontificaux, la croix, la bannière et le front populaire. Ah, vive la révolution et la calotte et le goupillon. Tsan, 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 c'est pas fini. C'est pas fini. Papa était coco, maman était cato. Je suis né parmi les fossiles, les marteaux, les crucifixes et les madones. Mi donc à mi-you, mi-pépone. Maman chantait miséréré pendant que papa bouffait du curé.
Cato Coco, il n'y a pas vraiment de quiproquo, il n'y a pas photo. Mais pour moi, c'était le statu quo, Kremlin, Vatican, ex aequo. Du coup, c'est le grand Méli-Mélo. Je fais des cocktails Molotov et des salades russes, de petits livres de Mao Tse-tung et d'Orémus. Des panachés de rouge qui tâchent avec de l'eau bénite. Discours de Fidel Castro, dialogue des carmélites. Bernadette Soubirous et Arlette Laguillet, bigote du parti, grenouille de bénitier. La nef de la chapelle Sixtine et le cuirassé Potemkin. Ah, j'ai longtemps vécu l'enfer entre le ciel et le rideau de fer. C'est pas fini. Du coup, je suis pas Coco, je suis pas Cato. Avec moi, ce fut comme un double fiasco. J'ai entendu trop de cantiques qui n'avaient pas l'air très catholiques. Même si c'est tiré par les tifs, mon bilan est globalement positif. Chers camarades, mes bien chers frères, faites des manifs, des prières, debout les damnés et de la terre, le royaume des cieux vous est ouvert. Prolétaires de tous les pays, aimez-vous les uns les autres, suivez les plans quinquennaux prêchés par les apôtres. Tous les chemins mènent à Rome et c'est très bien, car Dieu reconnaîtra les siens. Ah, car Dieu reconnaîtra les siens. C'est fini. Merci beaucoup Marcel Amont. On vous retrouve dans la salle pour des dédicaces. Merci pour ce grand moment. Au revoir. Adichat.